Bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Très heureux de vous retrouver pour cette édition du journal en langue française dont la présentation est assurée par moi, Eddy Sabiti. Tout de suite, voici les titres. Le président de la République, Paul Kagame, a décerné à M. Hulinsao la médaille d'honneur Agachiro Hulinsao, qui est donc le secrétaire général de l'Union internationale de télécommunications, ITU en sigle. Et puis la Cour du Royaume-Uni qui a récemment autorisé le premier vol amenant les demandeurs d'asile au Rwanda. Ces demandeurs d'asile devraient donc fouler le sol du Rwanda dans quelques heures. Tout à l'heure, nous serons avec le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda pour nous éclairer sur ce point. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais, un titre que le président de la République, chef d'État, Paul Kagame, a décerné une médaille à M. Hulinsao. C'est la médaille d'honneur à Agachiro Hulinsao, qui est donc le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, ITU. Cette activité s'est déroulée ce mardi à Kigali, au village Urugwiro, donc au village Urugwiro qui est donc le bureau du chef de l'État, afin donc de féliciter le travail que M. Hulinsao a accompli en tant que dirigeant de l'Union internationale des télécommunications en cette période où le monde enregistre des progrès considérables en matière de technologie de communication. Le président de la République, Paul Kagame, a donc décerné cette médaille Agachiro à M. Zhao après qu'il lui ait lui-même attribué lors de la conférence internationale sur le développement de la technologie tenue à Kigali en début du mois de juin, une reconnaissance suite à son leadership modèle dans la promotion de la technologie. Passons à autre chose à présent. On vous le disait, on vous l'a même dit dans nos éditions précédentes, que la Cour d'appel du Royaume-Uni a donc autorisé le premier vol des demandeurs d'asile, amenant les demandeurs d'asile de venir au Rwanda. Il a donc soutenu une décision antérieure de la Cour de ce pays, selon laquelle il est dans l'intérêt du public que le gouvernement britannique mette en œuvre ses politiques. Justement, parlant de ces demandeurs d'asile qui devraient fouler le sol du Rwanda dans les prochaines heures. Au téléphone, nous sommes rejoints par Alain Mukurarinda, qui est donc le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, qui va nous éclairer sur ce point. On me signale qu'Alain est avec nous par téléphone. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci de vous joindre à nous. Je parlais donc de la décision qui a été adoptée par la Cour d'appel du Royaume-Uni, qui a donc autorisé le premier vol des demandeurs d'asile au Rwanda. Vous pouvez donc confirmer ça, Alain? C'est dans quelques heures que ces demandeurs d'asile devraient arriver au Rwanda, c'est ça? Oui, c'est correct. La Cour d'appel a décidé que donc le premier avion peut décoller avec les demandeurs d'asile et des migrants, mais on attend toujours pour la précision du nombre de personnes qui seront à bord de cet avion. Alain, peut-être pour rappeler les faits, il y a eu certains militants, notamment au niveau de la Grande-Bretagne, qui tentaient, en tout cas, d'arrêter ce vol, qui tentaient de s'opposer à cette décision, faisant avancer notamment la légalité de cette décision. Vous êtes porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, mais vous êtes également un homme de droit. Rappelez-nous un peu les faits. Est-ce que c'est une décision qui rentre dans qui respecte toute la légalité, que ce soit la loi en Grande-Bretagne et que ce soit la loi ici au Rwanda?
En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, l'accord qui a été passé entre le gouvernement rwandais et le gouvernement britannique n'a violé aucune loi. Et d'ailleurs, devant les cours et tribunaux en Angleterre, les personnes qui étaient contre cet accord, les associations qui étaient contre cet accord, ont essayé de l'attaquer, ce qui est leur droit et on respecte leurs droits. Maintenant que le droit a été dit par les cours et tribunaux en Angleterre, il faut les mettre en application. Et ce qui confirme ce que je viens de dire en commençant à vous répondre, que l'accord passé entre le Rwanda et la Grande-Bretagne ne violait aucune loi et aucune convention internationale. Peut-être aussi pour parler de la situation ici maintenant au Rwanda, parle-nous un peu de leur situation au Rwanda. Ils sont au Rwanda pour combien de temps? Dans quelles conditions seront-ils accueillis? Aujourd'hui, ici au Rwanda, on est prêt à les accueillir. L'accord prévoit que les personnes seront soutenues, seront aidées pendant 5 ans. Et après ces 5 années, ils devront s'intégrer. Ils devraient d'abord s'être intégrés pendant les 5 ans dans la population rwandaise. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ceux qui voudront ne pas rester ici et souhaiteront se retourner dans leur pays, ils vont être aidés pour retourner dans leur pays. Et puis, ceux qui auront le droit de vivre au Rwanda, donc ceux qui auront des cartes d'identité comme migrants ou comme réfugiés, et qui voudront immigrer pour aller dans d'autres pays, et que ces pays accepteront de les recevoir, ils pourront également partir. Donc, mais la première priorité, c'est que ces gens arrivent au Rwanda, qu'ils soient accueillis, qu'ils s'intègrent dans la société rwandaise et qu'ils vivent au Rwanda. Mais cela ne veut pas dire qu'il leur sera interdit de bouger, de voyager ou de repartir, mais légalement. Merci beaucoup pour cet éclairage que vous apportez sur la situation de l'arrivée imminente des demandeurs d'asile en provenance de la Grande-Bretagne. Merci beaucoup, Alain Mukurarinda. Merci. Je rappelle que Alain Mukurarinda, c'est le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda. Passons à autre chose à présent pour parler de l'association des anciens étudiants et élèves rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 qui aujourd'hui se réjouissent de ce que l'immeuble appelé Hope Hostel, anciennement connu comme Wandola Campaign Building, reste une solution pérenne, notamment pour assurer l'abri pour les sans-abri et toutes ces personnes sans résidence fixe qui sont donc les anciens étudiants et élèves rescapés du génocide commis contre les Tutsis. Kassim Youssouf nous parle aujourd'hui de la situation, surtout les conditions de vie des bénéficiaires de cette habitation. L'immeuble Hope Hostel est érigé sur une superficie d'1 hectare et 2000 mètres carrés. Anciennement connu comme bâtiment Wandola Campaign, il est situé dans la cellule de Kagugu, secteur de Kinyinya, district de Gasabo, dans la ville de Kigali. Marouche Cyprien est un ancien locataire de cet immeuble où il a passé 3 ans en recevant tout ce dont il a besoin. Il dit qu'il a quitté cet immeuble qu'il qualifie de son domicile après qu'on lui ait fourni la base où s'appuyer afin de démarrer une nouvelle vie. Il affirme que vivre par ses propres moyens et atteindre l'autonomie, c'est une chose réalisable. 2 ans après avoir quitté le domicile qu'on appelait Wandola Campaign Complex, actuel Hope Hostel, Mukamudenge Dative dit également qu'il était temps que elle et son proche parent puissent voler de leurs propres ailes au lieu d'attendre le soutien venant d'ailleurs. L'immeuble Wandola Campaign Complex, actuellement dénommé Hope Hostel, va abriter des migrants en provenance de la Grande-Bretagne. Le coordinateur de l'association des anciens étudiants et élèves rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, ARG Mudahemuka Odas, indique que cet immeuble continue à être une bénédiction pour l'homme en général
et pour les membres d'ARG en particulier. Hope Hostel est un immeuble de 5 niveaux et peut accueillir 100 personnes. Non seulement cet immeuble, les migrants en provenance de la Grande-Bretagne seront hébergés dans d'autres bâtiments dans la ville de Kigali qui ont été approuvés par les organes concernés, côté rwandais et britannique. Voilà, merci beaucoup à Kassim Youssouf. Quittons un peu le territoire national pour nous rendre à au moins 8000 km de nous pour parler justice depuis Paris, où nous sommes rejoints par notre confrère Jean Damascène Manishimwe qui est sur place pour suivre notamment le procès de l'ancien préfet d'Idi Kongoro, Laurent Bouti Baruta. Aujourd'hui, Jean Damascène, bon après-midi depuis Paris. Bon après-midi, Eddie. Voilà, on vous a en image, vous avez pris un peu de barbe, mais ça vous va tout de même, c'est très beau. Jean Damascène, le procès poursuit son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, nous entamons la 6e semaine du procès. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport aux dossiers qui sont traités? Nous avons des témoins qui continuent à témoigner devant la barre. Oui, effectivement, Sabiti, comme vous le dites, nous sommes dans la 6e semaine de ce procès. D'abord, je dirais qu'au point de vue organisation, il n'y a pas de problème. Tout se déroule comme prévu. Et jusqu'à maintenant, on se félicite quand même de ce que la liaison avec Kigali, pour ce qui est de la visioconférence, n'a jamais fait défaut. Vous savez qu'il y a des témoins qui déposent, étant ici présents au tribunal, mais il y a aussi un bon nombre de témoins qui ne peuvent pas faire le déplacement, qui font donc leur déposition étant à Kigali. Et jusqu'à maintenant, je le disais, la liaison avec Kigali a été parfaite jusqu'à maintenant. Et là, c'est un point quand même de fierté, disons, côté organisation. Et un autre élément que je ne manquerai pas à signaler, c'est que il y a eu un petit problème au niveau des jurés. Vous savez qu'il y a normalement les jurés sont au nombre de 6, mais il y a aussi 6 jurés qui sont des jurés suppléants, donc qui sont supposés remplacer l'un ou l'autre qui aurait un problème. Mais sur les 6 qui ont commencé, il n'y a que 2 seulement qui restent. 4 ont eu des raisons qui ont fait que ils ne puissent pas continuer, surtout des raisons médicales. Il y a eu des jurés qui ont contracté des maladies et qui, de ce fait, donc, ne pouvaient pas continuer. Et donc, il y a deux suppléants qui restent, mais j'espère que quand même, ils vont continuer jusqu'au bout. Vous parlez bien des suppléants, peut-être pour notre audience. Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur, disons, le dénouement du procès, le fait d'avoir à remplacer les jurés, déjà eux qui étaient là pour quelques semaines, plus de 5 semaines maintenant? En quoi cela va affecter le déroulement ou même le dénouement et le dénouement du procès? Non, Sabiti, je précise bien, peut-être vous n'avez pas bien compris. Les jurés qui sont partis, ce sont les jurés suppléants. Donc les jurés principaux, ils sont toujours là, au nombre de 6, ils n'ont jamais changé. Ceux qui sont partis, c'est ceux-là qui étaient supposés remplacer les autres qui auraient un problème. Donc je voudrais que ça soit bien précis. Les 6 qui ont commencé, les 6 jurés principaux n'ont jamais changé, ils sont toujours là, au nombre de 6, intacts. Les 2 qui restent, ce sont les suppléants seulement. Et les 4 qui sont partis étaient justement dans cette deuxième catégorie. Sinon, les 6 jurés principaux n'ont jamais changé. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour cette précision. Parlons maintenant de la déposition des témoins. C'est vrai, on rappelle qu'il y a au moins plus de
150 témoins qui devraient donc, dont leur déposition devrait donc arriver devant la cour. Aujourd'hui, qu'avons-nous appris ou avez-vous appris du nouveau par rapport à la déposition ou aux dépositions des nouveaux témoins? Non, disons le nombre n'arrive pas à 150 comme vous le dites, c'est plus d'une centaine. Nous venons de suivre jusqu'à maintenant plus de 70 et nous sommes dans la 6e semaine effectivement et il ne reste que 3-4 semaines, disons 3 et demi. Et sur plus d'une centaine, nous avons déjà suivi plus de 70 témoins. Nous sommes en train de suivre maintenant, même où nous parlons, le 72e témoin. Et disons, ce qu'on peut dire, c'est que, vous savez, on a commencé par les témoins de contexte et après, il y a eu les témoignages qui ont tourné autour des grands lieux de massacre dans l'ancienne préfecture de Gikongoro. Pour rappel, ces lieux ont été fixés dans l'ordre, disons, chronologique. Et la Cour a commencé par l'audition des témoins qui ont parlé des massacres de Kibero, parce que pour parler de ces grands lieux de massacre, c'est Kibero qui a commencé juste avant le 18 avril. Après a suivi Murambi, l'école technique officielle de Murambi. Et là, nous avons suivi une trentaine de témoins qui ont parlé des massacres de Murambi qui ont été perpétrés dans la nuit du 20 au 21 avril 1994. Et après Murambi, nous avons suivi Kianika et Kadoura. Les trois, Murambi, Kianika et Kadoura, en fait, les massacres ont eu lieu presque le même jour. Les assassins ont commencé par Murambi dans la nuit du 20 au 21, comme je le disais, et directement après avoir massacré les Tutsis qui s'étaient réfugiés à l'école technique officielle de Murambi, ils ont continué vers Kianika et directement après avoir terminé leurs actes ignobles, ils ont continué vers Kadoura le même jour, la date du 21. Et après l'audition de ces témoins qui parlent de ces massacres, maintenant on est revenu sur Kibero, mais cette fois-ci pour parler des tueries qui ont visé les Tutsis, les élèves Tutsis qui étaient à l'école Marie-Merci de Kibero. C'était vers le 15 mai, parce que au moment où les autres élèves étaient en vacances, les vacances de Pâques au Rwanda, les élèves du groupe scolaire Marie-Merci de Kibero étaient à l'école, parce que vers novembre-décembre 93, ces élèves avaient fait une grève, ce qui fait que ils avaient été renvoyés chez eux à la maison, et donc ils ont repris le chemin de l'école après les autres, et c'est pourquoi ils étaient toujours à l'école au moment où les autres étaient en vacances. C'était en quelque sorte une façon de se rattraper pour pouvoir continuer au même rythme que les autres. Malheureusement, ça n'a pas été. Le génocide les a surpris à l'école. Et ces enfants, donc ces élèves, ont été tués plus tard au mois de mai. Et ce sont les dépositions que nous suivrons maintenant. Justement, juste quelques secondes. Est-ce que vous avez l'échéance du 12 juillet? Le procès devrait s'étendre sur 8 semaines, c'est ça? Est-ce qu'au rythme, la cadence aujourd'hui, au rythme du procès, avec les dépositions qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous, avec l'œil du journaliste que vous êtes, pensez-vous que le 12 juillet reste vraiment la date pour arriver à un dénouement du procès, ou peut-être on peut envisager une extension peut-être de quelques jours, de quelques semaines? Oui, Sabiti, il y a un bon nombre de témoins qui restent encore à faire leur déposition, mais vu comment
les choses avancent. J'espère que ce délai sera vraiment respecté. En fait, chaque jour, il est prévu au moins quatre témoins qui doivent déposer. Et chaque jour, le président de la Cour, le juge Jean-Marc Lavergne, s'arrange pour que 4 témoins puissent déposer. Et donc, vu ce rythme, rien ne nous permet de dire que le délai ne sera pas respecté. Certainement que le verdict dans ce procès, Laurent Witibaruta, sera connu d'ici le 12 juillet prochain. Jean-Damascène Manéchimé, merci beaucoup pour cet éclairage et surtout continuer à suivre cette affaire de très près pour notre audience. Merci beaucoup. Merci, on est ensemble. Jean-Damascène Manéchimé, il est donc notre correspondant sur place dans le procès, je vous rappelle, de Laurent Witibaruta, ancien préfet de la préfecture d'Edi Kongoro. Aujourd'hui, c'est Nyamagabe. Voilà. Justement, on va continuer avec l'actualité nationale pour nous rendre à l'est du pays où différents départements ministériels étaient ce mardi dans l'avant-midi au centre de rééducation de Gitagata dans le district de Woudiesera pour une campagne de sensibilisation contre la distribution et la consommation de drogue. Cette campagne est menée au cours de la semaine consacrée à la lutte contre la consommation de drogue sous le thème « Les drogues tuent ». Évitons-les et combattons-les. Le centre de rééducation de Gitagata héberge 154 femmes et 188 enfants. Et cette campagne vise à sensibiliser ces femmes à ne plus se laisser entraîner dans des mauvaises habitudes de consommation de la drogue et de la délinquance. Parlons chapitre santé à présent pour parler du don de sang avec le Rwanda qui se joint au monde en ce 14 juin pour célébrer la journée mondiale de donneurs du sang. Certains habitants de la ville de Kigali ont participé à cette activité au centre-ville à Kafrizone et ont indiqué qu'il s'agit d'un acte pour l'amour du pays et pour la gloire de Dieu, car c'est une aide qu'ils apportent à d'autres personnes ayant besoin du sang lorsqu'ils sont hospitalisés. Cette journée est célébrée alors que le Rwanda est en première position au monde dans ce qui concerne la distribution du sang dans des hôpitaux à l'aide des drones. Eh bien, voilà tout pour ce journal. Merci de nous avoir été fidèles. Merci à toute la grande équipe qui m'a réalisé, conduite par Janvier Mourenzi Karangwa. Et à mon nom propre, je vous dis merci et je vous souhaite de rester bien fidèles à nos programmes. Et surtout, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.